Donc, après cette manifestation, disons, qu'on peut qualifier de plus grosse manifestation dans la région de la capitale nationale depuis la grève étudiante. Donc, on voit qu'on traverse justement une période historique, présentement, au Québec, avec, de un, la grève étudiante la plus longue, la plus prolongée, la plus solide, la plus présente grève étudiante de l'histoire du Québec, avec tous ses moyens, tous les moyens qu'elle a employés. On parle des manifestations d'ampleur inégalée, qu'on parle des mouvements des casseroles, qu'on parle de l'appui des travailleurs, des syndicats aux revendications étudiantes. Donc, on n'a jamais vu ça au Québec depuis le début du mouvement étudiant. Donc, je crois que c'est important de le souligner. Mais aussi, il y a l'autre côté de la médaille. Donc, avec cette mobilisation d'une telle ampleur, on voit aussi qu'il y a de la répression, qu'il y a une confrontation entre les étudiants, entre la société civile et le pouvoir politique, le pouvoir économique en place. Donc, malgré tous les moyens employés, on voit que ce gouvernement, le gouvernement libéral, demeure et réussit tout de même à faire passer un certain message. Donc alors ce soir, on va se poser la question, avec nos conférenciers et conférencières, et avec vous tous, on se pose la question, comment peut-on faire pour vaincre ce gouvernement, pour vaincre l'idéologie libérale et néolibérale qui se cache derrière le projet du gouvernement Charest. Donc je présente le premier conférencier, Sébastien Bouchard, qui est candidat au Québec solidaire dans la circonscription de Chauveau. Je présente aussi Anne Fazazi, militante étudiante et étudiante en philosophie à l'Université Laval. Et dernièrement, Sébastien Paradis, président de la Syndicat des professeurs Cégep de Sainte-Foy. Syndicat des professeurs Cégep de Sainte-Foy. Et voilà. Donc, une bonne applaudissement pour nos trois conférenciers conférencières. Et donc, on va louer 20 minutes par personne, et après ça, il y aura une période de questions où tout le monde, nous allons pouvoir tous échanger ensemble sur les moyens à prendre. C'est quoi les meilleurs moyens que nous pouvons et nous devons prendre afin de terrasser ce gouvernement corrompu et légitime. Merci. On va le mettre à terre. Alors, promis que ça ne durera pas 20 minutes chacun, on tient à vous le spécifier tout de suite. Donc, mon nom est Sébastien Bouchard, on l'a dit. J'ai participé, je suis d'un côté membre de Québec solidaire, je suis candidat dans Chauveau, mais comme beaucoup de candidates et de candidats et de membres, je veux dire, de Québec solidaire en général, on est un pied dans la construction de la gauche politique et l'autre pied est dans les mouvements sociaux qui n'ont jamais été aussi mobilisés, donc autant dans le mouvement étudiant que dans le mouvement de l'élargissement par le mouvement des casseroles et dans le mouvement syndical. J'ai pu m'impliquer aux trois niveaux. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une réflexion sur une brève analyse du mouvement, les objectifs qu'on devrait se donner, les orientations générales qu'on pourrait se donner, les actions qu'on pourrait promouvoir, le discours qu'on devrait mettre de l'avant et quelles sont les perspectives à long terme. Donc, c'est vraiment une réflexion stratégique. Une réflexion stratégique parce qu'on a un mouvement immense, mais un mouvement qui n'est pas nécessairement coordonné. Il y a le mouvement étudiant d'un côté, il y a le mouvement syndical, il y a le mouvement des profs contre la hausse et autres, infirmières contre la hausse, avocats contre la hausse. Il y a aussi le mouvement des casseroles et donc tous ces mouvements-là ont besoin, je pense, d'une réflexion stratégique sur aujourd'hui, on est le 22 juin, où on est rendu, vers où on va. On a un été qui se prépare, on a un automne qui se prépare aussi. Quelle doit être notre action? La première des choses que je voudrais mettre en relief, c'est l'analyse du mouvement. Le mouvement qu'on vit ici, qu'on pourrait appeler le printemps érable, printemps érable québécois, c'est un mouvement qui est parti d'une lutte sectorielle. La lutte du mouvement étudiant contre la hausse des frais de scolarité. Cette lutte-là s'inscrit dans un mouvement plus large. Une lutte qui est menée depuis plusieurs années contre la tarification. Et déjà, la coalition contre la tarification et la privatisation, mais aussi l'Alliance sociale, ont mis en action les mouvements sociaux du Québec contre la question de la tarification.
Et donc, la question du gel s'accumule avec d'autres questions, comme par exemple celle de la taxe santé et de la hausse des frais des coûts de l'Hydro-Québec, comme une lutte globale contre le projet du Parti libéral sur la fiscalité, c'est-à-dire l'utilisateur-payeur, la question de la tarification, qui est la forme fiscale la moins progressiste qui existe, c'est-à-dire que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu payes la même chose. Mais plus que cette lutte contre la tarification-là, on est rendu dans un mouvement social encore plus large. On vit présentement le dépassement d'une lutte sectorielle en un mouvement social contre le gouvernement Charest, contre la corruption et contre les politiques néolibérales. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? Pour ce qui est des objectifs, moi, je participe à l'organisation du mouvement des casseroles dans mon coin. Je suis dans le Haut-des-Moilous, dans les raies. Puis nous, on a eu des assemblées générales quotidiennes où on réfléchissait parfois sur pourquoi on fait ça, c'est quoi nos objectifs. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs objectifs qui s'accumulent. Et là, j'aimerais vous entendre au son de la voix. Et là, je compte sur vous. Y en a-tu ici qui luttent pour le gel des frais de scolarité? Ouais! Y en a-tu ici qui luttent pour la gratuité scolaire? Ouais! Y en a-tu ici qui luttent pour qu'il y ait des élections plus vite? Ouais! Y en a-tu ici qui luttent pour la démission du gouvernement Charest? Et y en a-tu ici qui luttent pour un changement en profondeur des orientations qui sont prises dans cette société? On voit que c'est une accumulation de chacune de ces revendications-là qui sont légitimes, et je préciserai qu'elles sont cohérentes. Elles sont cohérentes parce que si on réussit à gagner sur la question des frais de scolarité contre le gouvernement Charest, bien, ça va ouvrir la porte pour des revendications comme la gratuité, ça va mettre un recul pour le gouvernement Charest et ça va ouvrir la porte pour dire aux autres, quand on lutte, on gagne, et pour dire en fin de compte que ce modèle-là, on peut le changer, on peut réorienter la société. Donc, c'est des revendications qui sont à plusieurs niveaux, mais elles sont cohérentes entre elles et il faut les mener de front. À côté de ces objectifs-là, il faut donner des orientations comme mouvement. La perspective générale du mouvement est de maintenir la pression durant l'été, parce qu'on se prépare avec l'été, on voit que ça va être plus difficile pendant l'été, et surtout de préparer la rentrée pour l'automne. Stratégiquement, il faudra d'un côté consolider l'appui dans la population de façon plus large. Il faudra aussi augmenter le nombre de personnes et de lieux de mobilisation. Il faudra éviter la division et favoriser le développement de pratiques démocratiques. Et enfin, il faudra, particulièrement à la rentrée scolaire, éviter l'isolement et l'écrasement des secteurs les plus mobilisés, particulièrement les associations en grève et les manifestations quotidiennes. Alors, il faut à la fois avancer ensemble, élargir nos appuis et protéger ceux qui sont le plus avancés, particulièrement ceux qui se préparent au recours à la grève lors de la rentrée. Alors, c'est vraiment une mobilisation qui doit se faire à tous ces niveaux-là. Comment on peut faire ça? Pour mener à une défaite du gouvernement, on pourrait, entre autres, et là, c'est des idées que je soumets, d'un côté, c'est assurer le maintien et le développement de la grève étudiante à la rentrée. Et là, Inde va pouvoir emmener une réflexion sur le mouvement étudiant, quelles sont les réflexions. De l'autre côté, il y a toute une réflexion aussi sur organiser un mouvement de mobilisation syndicale et populaire, allant jusqu'à la grève sociale, c'est-à-dire allant jusqu'à une grève syndicale d'un jour sur des positions politiques et non pas sur des positions de défense des conditions de travail. Ça, Sébastien pourra en glisser un mot. Il pourra développer là-dessus. À un autre niveau, il faut soutenir le développement du mouvement des casseroles et sa transformation en mouvement démocratique sur une base locale. Lorsque l'été va finir et qu'on va préparer la rentrée, il faudra se préparer à élargir le mouvement des casseroles. Élargir dans deux sens. D'un côté, géographiquement, et dans ce sens-là, Québec solidaire, qui est un parti politique qui, oui, prépare les élections, mais aussi dans le mouvement, on a produit du matériel, des affiches, des tracts, pour appuyer la construction
de casseroles un peu partout. Et dans la région de Québec, je pense entre autres à Beauport, Charlebourg et Duverger, il y a des casseroles qui ont résonné et des personnes de Québec solidaire ont permis d'emmener le son des casseroles dans certains lieux dans la ville. En plus, dans les lieux où la mobilisation des casseroles est plus avancée, il faudra peut-être penser à organiser des assemblées de quartier où on pourra commencer à discuter de, comme mouvement des casseroles et comme organisation locale dans notre quartier, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce gouvernement-là? Est-ce qu'on peut s'allier concrètement avec par exemple, des usines, des travailleuses, des travailleurs, des étudiants, s'il y a un cégep dans le coin, une université? Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous, localement, comme personne qui travaille le jour, mais le soir, on peut avoir du temps ou la fin de semaine? Comment on peut s'organiser localement pour faire avancer cette lutte-là? Alors, il y a toute la perspective de s'organiser démocratiquement à partir du mouvement des casseroles. Il y a bien sûr toute la question de la contestation de la loi 78, qui est présentement en cours dans les tribunaux, mais aussi la défense des personnes qui sont présentement arrêtées. Dans la région de Québec, je souligne de façon toujours tout à fait pacifique, mais illégale parce qu'ils n'ont pas respecté, entre autres, le fait de donner le trajet. Enfin, il y a, et ça c'est quelque chose que je vais un petit peu plus développer parce que c'est une réflexion qui nous concerne particulièrement à Québec solidaire, c'est toute la question de construire une alternative politique pour les élections. On est donc dans une mobilisation sociale historique, mais comme aux échecs, il faut prévoir 2 coups à l'avance. Il faut donc prévoir que après la mobilisation, et peut-être assez rapidement à l'automne, il va y avoir des élections. Il ne faudrait pas se trouver devant un cul-de-sac. En fin de compte, il ne faudrait pas se trouver aux élections en se disant ben là, on est fort, on se mobilise. Mais finalement, on n'est pas assez équipé pour aller aux élections, puis là, on se trouve dans tout fini en queue de poisson pour ce qui est des élections. Au contraire, il faut organiser dès maintenant la construction d'une alternative politique. Cette construction-là, c'est premièrement la construction, selon nous, de Québec solidaire, qui est le grand parti de gauche, qui est déjà un processus de fusion. C'est 2 étapes de fusion qui ont mené jusqu'à la création de Québec solidaire. Et ça dépasse maintenant Québec solidaire. Il y a certains appels dans la population qui ont appelé à des alliances plus larges. J'y vais rapidement. Pour ce qui est de Option nationale, on peut constater que le programme d'Option nationale est en très, très grande partie une reprise du programme de Québec solidaire. Et donc, il y a toute une possibilité d'alliance et, je dirais même, allant jusqu'à la fusion avec Option nationale. Pour ce qui est du Parti vert, nous, depuis la création de Québec solidaire et de ses ancêtres, on a toujours été pour des alliances avec eux. C'est plus de leur côté que ça bloque. Pour ce qui est du Parti québécois, c'est quelque chose de plus complexe. Et là, ça implique de dire dès maintenant que c'est pas seulement changer la face du premier ministre l'objectif. Yes. Ce qu'il faut, c'est changer la société, c'est changer l'orientation qu'on donne à cette société-là. Oui. Et là, pour faire ce changement-là, lorsqu'on regarde le Parti québécois, il faut faire un bilan critique. Un bilan critique parce que, premièrement, le Parti québécois ne se considère pas comme un parti de gauche. Deuxièmement, parce que le Parti québécois est le parti qui a fait les plus grandes coupures dans l'histoire du Québec en santé et en éducation et dans la fonction publique. C'est du temps que Pauline Marois était au pouvoir. C'est aussi un parti qui était contre le gel des frais de scolarité pour la hausse. Et en 1996, j'ai participé à la grève étudiante contre Pauline Marois, ministre de l'Éducation, à cette époque-là. On a pu imposer le gel des frais de scolarité. Et encore aujourd'hui, le Parti québécois n'est pas pour le gel. Il est pour un report à court terme pour après recommencer la hausse. Pour ce qui est aussi de la loi 78, c'est très important. La loi 78 du gouvernement libéral, le Parti québécois ne s'est pas engagé à retirer toutes les accusations s'il prenait le pouvoir. Mais plus que ça, Pauline Marois, lorsqu'elle était au pouvoir, elle a imposé l'équivalent de la loi 78 aux infirmières. Et on s'en rappelle. Les infirmières qui étaient à l'avant-garde de la lutte pour le maintien de la qualité des soins dans une période de coupure massive. Et qu'est-ce que le PQ a fait sur Marois? Ils les ont payés pour faire des mises à la retraite massive et ils ont créé une pénurie artificielle dans le système de santé que l'on subit encore des conséquences.
Alors, pour ce qui est des alliances, je termine avec la réflexion de Québec solidaire qui pose des conditions. Nous ne sommes pas contre des alliances. Pouvant aller, et là, c'est un début de réflexion parce que c'est les instances démocratiques de Québec solidaire qui vont décider si on fait les alliances ou pas avec le PQ. Mais la position qui a été ressortie cette semaine, c'est de dire on va mettre des conditions importantes. Il faut qu'il y ait la proportionnelle, le gel des frais de scolarité, le rejet de la loi 78, mais plus globalement, et là, on pourrait le dire comme ça, plus globalement, le PQ devrait rejeter une grande partie de son programme politique et de faire une critique de son passé, parce que nous, on ne fera pas une alliance avec un parti de droite. Et dans ce cadre-là, on n'aidera pas à la construction de la droite politique. C'est pas pour ça qu'on est né. Alors, il y a toute une réflexion qui devrait avoir lieu au Parti québécois si on veut s'en aller vers des alliances plus poussées. Je continue maintenant avec la réflexion sur le discours. Le discours dans la lutte actuelle. Le discours devrait, et particulièrement dans la région de Québec, avec la force de la radio poubelle, il faudrait remettre dans le mouvement étudiant, dans le mouvement des casseroles, pour ce qui est de la gauche politique avec Québec solidaire, remettre de l'avant un discours plus basé sur les classes sociales. C'est-à-dire sur la différence, les intérêts divergents, le capital et le travail, entre les 99% de la population, qui inclut les étudiantes, les étudiants, les travailleurs, les travailleuses, les retraités, femmes et hommes dans la population, contre le 1% qui sont riches, qui contrôlent l'économie, qui contrôlent la politique, qui contrôlent les médias. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? J'emmène deux idées. Mais les deux idées que j'emmène, la première a déjà été mise sur la place par le mouvement étudiant et Québec solidaire, mais je pense qu'il faudrait la remettre sur la place publique. C'est la question de la fiscalité. Déjà, l'AC et Québec solidaire avaient proposé, dans le cadre de leur revendication, de financer le gel des frais de scolarité par deux choses, deux choses qui pourraient être complémentaires. Le gouvernement libéral a, en 2007, aboli la taxe sur le capital. C'est 1,5 milliard qu'on perd par année et la moitié de cet argent-là, c'est aux institutions financières que ça va. Alors, c'est vraiment absolument inutile, c'est pas créateur d'emplois, c'est vraiment prendre l'argent de la population pour la donner au grand capital. Alors, il faudrait abolir ça. Et de l'autre côté, toujours pour financer nos revendications, il y aurait l'idée de mettre 10 paliers d'impôts. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait financer la gratuité scolaire en baissant les impôts de 80% de la population et en augmentant les impôts des 20% les plus riches. Et là, en posant ces questions-là, là, c'est plus juste les gels des frais de scolarité. Ça devient une lutte sociale globale pour la répartition de la richesse où, ensemble, nous, nos voisins, nos collègues de travail, on a le même intérêt contre la minorité qui est plus riche et qui contrôle l'économie et la politique. Et c'est le deuxième aspect, je pense, qu'il faut mettre de l'avant. C'est qui cette minorité-là de riches qui contrôle l'économie, la politique et les médias? Et je pense que on pourrait parler de la mafia libérale qui se tient au château de Sagard. On a vu le temps des bouffons, le château de Sagard, c'est-à-dire comment que Paul Desmarais, le grand roi du Canada, peut inviter à la même table Lucien Bouchard, Jean Chrétien, Brian Mulroney et tous les grands PDG de ce pays pour, en fin de compte, décider des orientations de la société. Il faut remettre ça de l'avant et dire c'est eux qui fixent l'objectif. C'est eux qui veulent la hausse des frais de scolarité parce qu'eux, ils n'auront pas à la payer. Et ces hausses-là servent à payer les baisses d'impôts sur le capital qui les favorisent. Alors, c'est deux aspects qui me semblent importants de mettre en avant dans le discours. Plus parler des classes sociales, entre autres la question de la fiscalité et la mafia libérale et de leurs amis du château de Sagard. Je termine sur une chose, c'est les deux grands plans qu'il faut préparer pour l'automne. D'un côté, c'est toute la question de c'est quoi la gradation qu'on devrait faire. Ça, c'est une ouverture pour la discussion. Quelle gradation qu'on devrait se donner vers la grève sociale, vers l'élargissement de la grève étudiante et vers la grève sociale dans les autres, dans le mouvement syndical.
Entre autres, il y a certaines personnes qui ont même l'idée d'une grève de 78 minutes. Sébastien pourra peut-être en reparler. Deuxième des choses, et là ça nous concentre plus à Québec solidaire, mais c'est le mouvement social qu'il faut qu'il soit à l'avant-garde là-dessus, c'est comment organiser des élections en contexte de mobilisation massive. Et les élections, c'est pas un moment qui est isolé. Ça fait partie d'un contexte social, ça fait partie, et particulièrement avec la mobilisation qu'on a actuellement. Et là, il va falloir réfléchir sur, dans les organisations sociales, est-ce que les élections, on les regarde puis on fait rien? Est-ce que le mouvement étudiant et le mouvement syndical va regarder les programmes des différents partis et les analyser et dire ben, c'est quel qui semble le plus proche de nos revendications? Est-ce qu'ils vont faire aussi le bilan des gouvernements précédents, pas seulement du gouvernement Charest, mais du gouvernement péquiste précédent? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à un soutien d'un candidat ou candidate ou d'un parti politique? Et de notre côté, est-ce qu'on va aller dans des mobilisations plus particulières dans le contexte des élections, particulièrement pour dénoncer le gouvernement libéral? Enfin, à long terme, si on veut changer la société dans laquelle on est, pour Québec solidaire, la réflexion devra dépasser notre cadre et il faudra aller vers une mobilisation qui ira jusqu'à la création, c'est ce qu'on propose de faire dans le premier mandat, si on est élu, la création d'une assemblée constituante du Québec. Une assemblée constituante, c'est à la fois une démarche qui peut mener jusqu'à l'indépendance, mais aussi qui permet de non seulement à créer un pays, mais fonder un pays. C'est quoi la différence? Fonder un pays, ça veut dire c'est quel pays qu'on veut. C'est pas seulement est-ce qu'on veut un pays, mais c'est quel pays qu'on veut. Comment qu'on peut se mobiliser massivement et démocratiquement pour décider du pays qu'on veut. Et dans ce cadre-là, il y a toute une série d'inspirations qui peuvent venir de l'Amérique latine, du monde arabe, mais aussi de l'Islande, qui vient faire un processus d'assemblée constituante, de rejeter le pouvoir des banques et de refonder un pays sur des bases plus sociales. Alors, je vous remercie beaucoup. J'ai hâte de discuter avec vous et que la mobilisation continue. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, comme tu as fait à peu près 20 minutes, justement. Donc, sans plus attendre, oui, on passe à Mademoiselle Ine Fazazi, donc étudiante en philosophie à l'Université Laval, qui va nous parler plus concrètement de la stratégie du mouvement étudiant. Oui, donc, depuis le début de la lutte, c'était assez extraordinaire de voir le changement drastique dans les rapports de force en place au Québec. Moi-même, j'en suis encore abasourdie. Mais il faut se souvenir que malgré l'escalade des moyens de pression depuis 2010, parce qu'on n'a pas fait rien du tout, rien ne laissait présager que ça allait prendre une ampleur aussi extraordinaire. Donc, on va remonter à février dernier où les vraies affaires ont commencé. On déclenche la grève. Les étudiants et les étudiantes qui, des fois, étaient en dormance, bien que militants dans leur tête, et ont pris d'assaut leurs assemblées générales. Ça commençait à être des lieux de vie, plus que juste un endroit où on décide c'est où qu'on fait notre party. Et on a eu à se positionner collectivement sur des choses qui étaient importantes pour l'avenir du Québec, non pas seulement pour nous. D'abord, on a pris des positions concernant la hausse des crédits scolarité. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait bien d'autres affaires à dire concernant d'autres enjeux politiques, économiques et sociaux. Beaucoup de personnes qui se sentaient un peu pessimistes, un peu exclues, ont senti que, dans le fond, il y avait certaines structures qui les rejetaient, qu'on pouvait prendre d'assaut certaines structures qu'on peut influencer concrètement. Donc, après la grève, on a pris des décisions, on a organisé des mobilisations, on a décidé de ce qu'on voulait faire. Puis un mouvement social suite à cela a été en branle et on sentait qu'on avait prise dessus. Concernant les stratégies de lutte plus concrètement, c'est quoi qu'on a fait donc? Je tenais d'abord à souligner la différence entre deux façons de lutter qui existaient au Québec. C'est inspiré un peu du mouvement syndical, là, mais on ne va pas se le cacher, on est quand même des associations qui se calent sur le modèle syndical habituellement. Moi, personnellement, les stratégies de lutte auxquelles j'ai pu prendre part, ils étaient largement inspirés, mon Dieu, de celle de l'AC Classe, c'est-à-dire la coalition large autour de l'AC.
Donc, l'association des étudiants en philosophie a joint la classe très tôt. Et quand on se rend compte qu'on peut prendre part à des décisions de façon aussi démocratique, mon Dieu, on a joint l'AC, on voulait que ça puisse continuer. On voit que la base militante a vraiment prise, puis on voulait absolument pas que ça arrête. Donc, il y a vraiment des différences marquées avec les stratégies de lutte des fédérations étudiantes. Donc, dans les fédés, habituellement, comment ça fonctionne, c'est que leur façon de faire est plus proche. Quoi, je fais un petit... Donc, est plus proche des... Bref. Non, ça va. Donc, c'est ça. C'est ça le problème. Ouais, tu peux là. C'est ça qui bouge, Nat, c'est ça qui bouge, c'est ça qui bouge. Ça change rien. Ça change rien, c'est ça qui bouge. Ça marchait. Bref, ça va. Ok, c'est bon. D'accord. Parlions de stratégie de lutte, nous parlions des fédérations étudiantes. Et moi, ce que j'ai pu en constater, malheureusement, j'étais pas dans une association qui en faisait partie, c'est que leur façon de fonctionner était plus proche de la démocratie représentative, donc avec une structure habituellement plus verticale, avec des présidents, des gens qui ont une certaine carte blanche concernant les moves qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent faire dire à leur base étudiante. Les présidents étaient habituellement aussi des visages publics, etc. Ça, avant de m'impliquer, je ne me rendais pas du tout compte. C'est quelque chose qu'on nous apprend très jeune, que c'est légitime, que c'est normal, qu'il y a des gens qui dirigent et qu'il y a des gens qui, sont dirigés. À la classe, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas de même. Qu'il y avait des endroits où c'était plus décentralisé, plus horizontal et où est-ce que la majorité des décisions sont prises collectivement par voie de démocratie participative ou directe. Donc, ça fait penser que c'est un petit peu là, mais c'est juste que l'AC actuellement, c'est apolitique, c'est pas pour rien, c'est rare un parti qui fonctionne de même. Donc, les délégués sont mandatés, sont redevables envers leurs associations. Les membres des associations-là, ils sont politisés, ils sont conscients de ce qui se passe, ils veulent avoir une prise sur ce qui arrive. Donc, toutes les décisions qui sont prises sont légitimées par la base militante, sont mûries, sont réfléchies, sont prises collectivement. Ce processus de délibération à divers paliers est merveilleux et je l'adore. Maintenant, la FEC et la FEUC également, c'est une organisation, ce sont des organisations qu'on appelle habituellement de type réformiste. C'est aussi une distinction qu'on fait dans le mode syndical habituellement. Donc, ils favorisent uniquement des moyens de pression qui sont formels ou légaux. Donc, ils essayent de privilégier des façons de faire qui s'éloignent de la base militante. D'ailleurs, dans le conflit étudiant actuel, ils ont même dit qu'ils étaient fait dépasser par leur base militante. C'est très spécial à se faire dire. Pour la classe qui adopte une stratégie différente, la lutte commence avant tout, c'est ce qu'on a vu, par l'instauration d'un rapport de force avec les institutions nécessaires dans la rue. En 2012, on a vu qu'on a représenté la majorité du mouvement, qu'on a pu influencer les fédérations étudiantes pour qu'elles nous écoutent, et on a instauré ce rapport de force aussi avec le gouvernement. Le mouvement étudiant est uni. Ça, là, c'est la première fois au Québec que le mouvement est aussi uni que ça. Puis on ne va pas se le cacher. On va bien. On a gagné à instaurer ce rapport de force avec les fédés et le gouvernement. C'est merveilleux. Donc, une grande frange de la base militante étudiante, et j'espère vous aussi, se sont rendus compte que le rapport de force réel était dans la rue, sur le terrain, et non pas seulement au sein de structures formelles. Des fois, ils sont factices de toute façon. Alors, on se rappellera aussi de la rencontre des partenaires de la Trépuc. Où est-ce qu'on est là? On est assis, on est là physiquement, mais concrètement, on ne fait pas grand-chose, puis on n'a pas une emprise sur ce qui arrive. Bon. Alors maintenant, suite à cette situation merveilleuse, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, le mouvement étudiant de façon unie a décidé de contester juridiquement, avec Juripop et d'autres, la loi 78, qui est, en tout cas, peu importe,
Et également sur le terrain, parce qu'on ne peut pas attendre le résultat, ça peut prendre plusieurs années avant que cette loi-là, soit déclarée anticonstitutionnelle. À Québec, on a le Front régional d'Action Québec à l'AC. Si vous avez des problèmes, que vous êtes étudiant, on va faire le suivi avec vous. On va continuer à organiser des actions de visibilité un petit peu partout à Québec. Sinon, qu'est-ce que la FEC prévoit faire? Je me suis renseignée un petit peu là-dessus. Eux, ce qu'ils avaient proposé dernièrement, c'était la médiation. Ça a été rejeté par le gouvernement après une période d'ultimatum. De toute façon, eux, ils sont dans un mode électoral et ils sont plus dans un mode, comme ils disent, de bonne foi pour trouver une solution négociée. D'ailleurs, ils appellent quand même la population à se mobiliser pendant l'été. C'est surprenant, mais ils ont même dit qu'on peut s'attendre à un été étudiant. Nous verrons ce que ça veut dire de leur part. Du côté de la FEUC, qui se sont assez radicalisés ces temps-ci, à notre très grande surprise, ils promettent qu'ils vont croiser le fer avec le gouvernement durant l'éventuelle campagne électorale. Leur base militante, très inspirée par l'Université de Montréal, a changé ses moyens d'action et en ce moment, là, ils veulent, avec le règlement du DGEQ, pourrir la campagne électorale des libéraux. Donc, ils vont poursuivre les actions de visibilité, eux autres aussi, pendant l'été, sans relâche. Et également, ils n'excluent pas la possibilité de reprendre la grève à l'automne. Ça, c'est surprenant également. Sinon, pour la classe, à mon sens, c'est le programme qui est le plus réjouissant. On veut élargir le débat, on veut aller dans la veine de mouvement social, c'est-à-dire qu'on va commencer par rédiger un manifeste. C'est très important, on va le faire adopter en congrès le 3 juillet. Toutes les assos vont l'amender et tout pour qu'il soit à notre goût, à notre image. Une fois que ce manifeste-là va être adopté, on va commencer une tournée provinciale de conférences publiques, un peu à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec d'autres panélistes qui vont être choisis et qui vont lire le manifeste et, dans le fond, en discuter avec la population. Notre but, c'est la grève sociale. Nous avons un mandat de grève sociale et le but, c'est qu'en octobre, on soit dans un momentum qui privilégierait cette façon de continuer à se mobiliser. L'important, c'est de garder l'identité militante des étudiants, mais aussi des travailleurs, des travailleuses, sortir des campus, élargir la discussion, rejoindre la population chez elle dans plusieurs villes. Quand je connaîtrai les villes, je vous les dirai, là, ça va être une grosse tournée. Donc, la formule est avant tout inclusive. Les thèmes, la démocratie participative, la défense des services publics et l'opposition contre les mesures de tarification et de privatisation des services publics, l'écologie sociale, donc contre le plan Nord et les gaz de schiste, on élargit vraiment, pour un renouveau des mouvements sociaux, pour promouvoir un modèle de syndicalisme de combat qui s'inspire de l'AC, par exemple, et des mouvements sociaux et qui s'écartent des façons de faire un petit peu plus, lobbyistes. Ensuite, pour une critique féministe du système d'éducation, sujet qui a été un petit peu mis à l'écart pendant la mobilisation et que c'est très important pour nous de remettre à l'avant. Donc, je vais terminer bientôt. La grève sociale, c'est quelque chose qu'on a en tête à l'AC et à la classe parce qu'on sait très bien que si on reste seul, le gouvernement va être en mesure de nous marginaliser encore et encore. On ne veut pas d'un essoufflement, on veut de l'élargissement. Et ça va être en brassant l'idée de grève sociale qu'on va être en mesure de se rendre là. Au-delà des casseroles, au-delà de tout ce genre de rassemblement-là, on vous appelle à la mobilisation citoyenne. Qu'est-ce que les étudiants se proposent, en fait? Et là, je parle à vous, là. Écoutez-moi, j'espère que vous êtes syndiqués. Nous vous proposons de lancer des discussions sur vos lieux de travail pour voir comment on pourrait faire ensemble pour s'opposer aux mesures néolibérales, de prendre la parole là-dessus, de proposer l'idée dans vos assemblées générales, dans vos syndicats locaux, pour discuter de cette possibilité-là à l'automne. Si on peut essayer d'être en lien avec les organismes communautaires qui pourraient être d'accord avec nos façons de faire et embarquer eux autres aussi dans le projet. Et puis sinon, en ce qui nous concerne, nous, bien, c'est indéniable qu'on va tout faire pour continuer la grève à la rentrée.
qu'on va tout faire pour saboter leur campagne d'intimidation avec l'adoption de la loi 78. C'est malheureux que les cégeps n'aient pas embarqué pour l'instant. C'est pas exclu qu'ils le fassent plus tard. En tout cas, nous, à l'Université Laval, c'est sûr qu'on ne va pas baisser les bras et qu'on va se revoir à l'automne. Merci. Merci beaucoup, Yves, pour cet argumentaire engagé, porteur d'espoir. Donc, on arrive avec notre dernier conférencier, s'il sera capable. Oui, je suis beau. Parfait. Alors, Sébastien Paradis, membre du syndicat des professeurs. Cégep de Sainte-Foy. Et professeur en biologie. En biologie. Donc, Sébastien, parlez de ça. Écoutez, merci beaucoup d'être là. Je suis effectivement le président du syndicat des professeurs du Cégep de Sainte-Foy, mais c'est quand même pas à ce titre que je vais vous parler, parce que les sujets dont on parle aujourd'hui, on n'en a pas parlé à nos membres, je ne sais pas à quelle enseigne il loge, donc je parle en mon nom propre, mais on m'avait demandé un peu de témoigner de ce qui se passe dans le mouvement syndical en parallèle à la crise du Québec, quelle perspective qui s'offre à nous. Moi, je peux vous expliquer ce qu'on a fait à la FEC, la FEC pas étudiante, la FEC des enseignants de Cégep. Mais avant de commencer, je voulais dire un petit mot sur le thème qui nous a été proposé, le comment vaincre. Ben pour vaincre, je pense qu'il faut d'abord commencer par reconnaître nos victoires. Et depuis le mois de janvier, il y en a eu énormément des victoires au Québec. On n'est pas dans une lutte dont on ne voit pas le bout. Écoutez, on a déjà vaincu, tous ceux qui avaient parié sur le fait qu'un mouvement étudiant, ça pouvait se manipuler, qu'on pouvait le faire lever qu'on voulait, le dégonfler qu'on voulait. On a vaincu aussi tous ceux qui croyaient impossible des mouvements sociaux au Québec. D'accord. Puis, d'accord. Non, mais c'est la confusion. Exactement. Donc, il y a des casseroles à Québec, même des marches quotidiennes à Québec. À Québec, le bastion de la Radio X, il n'y a pas grand monde qui aurait parié là-dessus au mois de janvier. Ceux qui pensaient que les mouvements sociaux importants s'étaient éteints avec les années 80, on a déjà gagné là-dessus. Ceux qui pensaient que des idées comme la gratuité scolaire, on était débarrassé de ça, que ça n'allait pas revenir sur le tapis. On a déjà gagné ça, c'est sur le tapis en ce moment. Bon, ceux qui voulaient une commission d'enquête, on en a obtenu une, c'est déjà un beau lien social. Et ceux qui pensaient que les étudiants étaient seuls, on leur a donné tort. Et surtout, en tout cas, je suis jeune, là, mais moi, depuis que j'ai une conscience éveillée, jamais on a autant parlé de politique au Québec. Et ça, c'est un gain qu'on ne peut pas nous enlever. C'est fait, c'est actuel. On est dedans en ce moment, c'est déjà gagné. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, comme syndicat, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et c'est une question qu'on se posait déjà au mois d'octobre, au mois de novembre. Si vous vous rappelez, on était au moment où le mouvement des indignés était à son plus fort. On avait aussi le refus de la fameuse commission Charbonneau. On était également dans le système d'éducation, on était dans l'annonce de la hausse des frais de scolarité qui commençait à monter. On était aussi dans une période post-électorale où on avait connu des taux de participation qui étaient historiquement bas. Et le syndicat de professeurs, on a reconnu qu'on vivait à ce moment-là une crise sociale et qu'il fallait prendre le mouvement à bras raccourcis. Et déjà au mois d'octobre, on a adopté une déclaration qui était dans le fond la contribution des professeurs à la construction d'un Québec sorti de son cadre néolibéral. Et à la fin, on a embarqué là-dedans très rapidement en se disant c'est le temps, c'est là que ça se passe. Depuis ce temps-là, évidemment, la grève étudiante a fait évoluer un peu la situation. Ça nous a obligés à des actions plus concrètes et plus rapides. Et notamment, à la grandeur du cégep, tous les syndicats de professeurs ont contribué à appuyer leurs associations étudiantes. Financièrement, de façon juridique, d'un point de vue organisationnel, on les a aidés à se trouver des autobus quand c'était le temps, à avoir des formations, comment communiquer avec les médias quand c'était le temps. Bref, il y a un support qui s'est fait, qui n'a pas toujours été très, très visible. Il y a d'autres syndicats qui ont posé des gestes beaucoup plus visibles. Récemment, un petit syndicat de la région de Montréal, Gérald Godin, vient de verser une somme de 20 000 à la classe pour nous supporter dans la contestation de la lutte de la loi 78. Donc, il se passe des choses. En ce moment, ce qui se passe dans notre fédération, il y a 2 semaines, on était tout de suite après la rupture des négociations avec le gouvernement. On n'a pas aimé ça, évidemment. Et on a choisi, on a pensé qu'il était temps, effectivement, nous aussi, de mettre sur la table l'idée d'une grève sociale.
Une grève sociale, pour un syndicat comme le nôtre, c'est extrêmement lourd comme question. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de défis. Les enjeux sont énormes, parce qu'on parle d'une grève qui est illégale, qui est rendue encore plus illégale par la loi C-78, alors qu'elle l'était déjà énormément juste par le cadre des lois du travail. C'est une loi qui peut nous mettre, c'est une action qui peut nous mettre carrément en faillite ou à la rue. Là. Les montants sont pharaonesques, ça n'a aucun sens. Et on s'est essayé de réfléchir aux conditions qui faisaient en sorte que ça puisse être une bonne idée. Et une grève sociale, ça a du sens à l'instant où il y a un mouvement social très grande ampleur qui dépasse largement les fameux enjeux sectoriels dont Sébastien parlait tout à l'heure. On ne peut pas faire une grève sociale strictement sur une question de frais de scolarité si ça se limite à ça. Ça n'aurait pas de sens. Et l'ensemble des enjeux dont Sébastien a parlé, et quand ça devient une contestation du mode de prise de décision, une contestation finalement, c'est quand on prend conscience qu'on est dans un monde où finalement la démocratie, elle est soumise aux impératifs économiques de quelques grandes entreprises, et que c'est ça qui motive. La légitimité d'une grève sociale devient plus grande, devient plus pertinente. Et dans ce sens-là, on a adopté il y a 2 semaines une proposition selon laquelle on va consulter nos membres sur une question de grève sociale et on va en parler au congrès de la CSQ dès la semaine prochaine. Ce qui se passe dans les autres centrales, je ne sais pas officiellement, on devine qu'il y a des réflexions similaires ou parallèles qui se passent aussi. L'idée d'en faire parler dans un congrès qui a lieu aux 3 ans dans une centrale très grosse, c'est que ça se discute, que ça passe même, probablement que ça soit retenu par des médias, que ça force d'autres groupes sociaux à en parler. Sébastien m'informait tout à l'heure qu'il y a d'autres groupes sociaux qui ont déjà évoqué la chose, en plus des étudiants. Le Frappru notamment, qui a déjà adopté une proposition dans ce sens-là fermement. En même temps, il ne faut pas se leurrer, c'est pas facile et c'est pas gagné. Okay? Et là-dessus, je pense que dans le mouvement syndical, le principal obstacle, au-delà des amendes, au-delà des questions de l'égalité, ça va être une bonne partie de nos membres. Et les membres d'un syndicat, c'est la population. Et la population n'est pas toute rendue à penser à une grève sociale demain matin, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Évidemment, ça veut dire que pour tout le monde, il y a un gros travail de terrain à faire. Et le travail de terrain, ça veut dire, dans la piscine hortaire de votre beau-frère, ça veut dire un peu partout, discuter de ces questions-là, que ce soit dans les consciences de tout le monde, dans les esprits de tout le monde au mois d'août et au mois de septembre. Il faut absolument que ça se déploie. À part ça aussi, ça rend un peu plus important l'idée de quelques groupes qui ont émergé en marge du mouvement syndical. Ils ne s'inscrivent pas directement dans le cadre formel du mouvement syndical. Et là, dans le cas, on peut penser notamment au mouvement des professeurs contre la hausse. Et ça, c'est un mouvement qui est très intéressant, qui est supporté en quelque sorte informellement par les structures syndicales qui fournissent un bon bassin de militants et de personnes engagées. Mais réciproquement, c'est un mouvement qui dynamise les milieux, qui fait partie, qui est là, dans les cégeps, qui organise des activités et qui n'est pas contraint par le même cadre légal, formel, de prise de décision, qui est parfois lent ou lourd. Donc il y a une belle synergie et je pense que cette lutte-là, elle doit continuer par ces moyens-là. Et il n'y a rien qui empêche d'être dans 2, 3, 4, 5 de ces véhicules-là en même temps, tant qu'ils vont dans la même direction, les choses avancent. À part ça, je pense que Sébastien vous posait la question de la gradation tout à l'heure, des moyens. Quand on met l'idée de grève sociale sur la table, c'est dangereux. Parce que ça fait peur à beaucoup de monde, ça peut fermer beaucoup de portes également. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est quoi l'arc-en-ciel des possibilités entre l'immobilisme et déclencher une grève sociale illégale? Qui peut être un très bon pari, qui peut être peut-être la bonne solution, mais entre les deux, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est sûr que pour un syndicat, il y a des actions qui sont très indirectes, un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure, supporter nos organisations, participer à leurs activités, louer des autobus pour aller à des marches. Ce sont de très bonnes idées, mais on peut penser à aller plus loin que ça aussi. On peut penser évidemment à des. Justement, Sébastien parlait de l'idée de la grève de 78 heures, des grèves qui sont plus symboliques. On ne peut pas considérer légalement comme une grève parce qu'elle ne nuise pas directement à l'activité de travail. Mais on dit 78 minutes. 78 heures, là, on serait vraiment dans le milieu. À 78 minutes, qui correspond à peu près à la durée d'une pause pour dîner de toute façon, on peut organiser des mouvements de ce genre-là. Les étudiants nous ont inspiré avec leur 1625 secondes de levée de cours dans les cégeps où il n'y avait pas eu de levée de cours. Notamment au cégep de Sainte-Foy, ça a été très bien suivi, il y a beaucoup de monde qui a participé à tout ça.
On peut penser aussi à des journées de grève travaillées. C'est très audacieux. C'est pas une grève illégale, tout le monde travaille. C'est même pas une grève. Mais c'est une journée où tout le monde dit OK, on baisse notre salaire de cette journée-là à une association qui en a besoin. Une association qui est en train de subir de très fortes amendes dues à une loi douteuse qui tente de mettre un terme à leurs activités. Évidemment, tout le reste, ça passe par le jeu des influences qu'on peut utiliser parce qu'on est un grand nombre, parce qu'on peut jouer un rôle en période électorale. Et la période électorale, elle s'en vient. Et pour ça, il va y avoir de gros défis. La mobilisation en période d'été, si effectivement on part en élection très tôt cet automne, ça n'est pas évident. Je ne vais pas faire chier personne, mais c'est encore moins évident pour les profs de cégep qui sont en congé tout l'été. Et ça, rejoindre notre monde, ça va être très difficile. L'autre gros défi auquel on va devoir faire face, c'est l'idée de vote stratégique. Parce qu'en ce moment, le mouvement populaire est un mouvement de grogne contre le Parti libéral, mais pas un gros mouvement d'appui à quelque formation que ce soit. Et ça peut être très dangereux au sens où ça veut dire que le cadavre de Jean Charest peut être récupéré par un peu n'importe qui. Et là, la menace peut être grande dans ce sens-là. Donc, il va y avoir une surveillance à faire de tous les partis pour les contraindre à donner une suite cohérente au mouvement qu'il y a là, peu importe qui sera à la tête du gouvernement dans quelques mois. Le mouvement syndical a été très échaudé au début des années 80 par, disons, appelons ça une trahison du Parti québécois, ce qui a récidivé dans les années 90. Et c'est très difficile de parler dans une centrale syndicale d'appui ou d'implication politique. Il y a encore énormément de réserves. Moi, je vous dirais que depuis 2-3 ans, il se fait beaucoup de chemin. Les syndicats reprennent conscience de l'importance du rôle social et politique qu'ils ont à jouer. C'est ça qui va déterminer leurs conditions de négociation dans les années à venir. Mais on est encore très loin d'une prise de position partisane politique. On prend conscience du rôle politique, du rôle d'animation politique, mais pour parler de partisanerie politique, on n'est pas rendu là. Il y a des choses qui se travaillent, il y a des choses qui sont plus informellement, mais pour le faire officiellement, il reste encore un pas de plus à faire. Donc ça, c'est les pas qui vont nous rester à faire, je pense, dans les prochains mois là, pour avancer davantage. Voilà, je pense que c'est ce que je voulais vous dire pour l'instant, mais il y a plusieurs questions, je pense, qui restent en suspens qu'on pourrait explorer au cours de la discussion.